Clairement. Je vous propose de vous présenter rapidement si ça vous va. Mylène, je te laisse prendre le relais. Est-ce que tu veux bien nous dire, bah, voilà, qui tu es, rapidement? Ensuite, ça sera le tour d'Alexandre et après je vous poserai, les questions que j'avais prévues pour ce webinaire. Merci Christina. Donc moi, Mylène Durand, je suis salariée du groupe Orange et mon rôle, c'est d'accompagner tous les salariés du groupe qui ont un projet en dehors de l'entreprise et notamment les projets de création d'entreprise à travers un dispositif qui s'appelle l'essaimage. Merci Mylène. Et toi Alexandre, qui es-tu? Moi, je suis Alexandre Janet, je fais partie de la promo 7, je ne sais plus combien, du programme accompagnateur. Et puis, non, en parallèle, moi, je travaille dans l'innovation depuis une grosse dizaine d'années en France et à l'étranger. J'ai un petit cabinet de conseil en innovation et en strat qui s'appelle Linkio. Et je fais du coaching de start-up depuis une dizaine d'années, globalement. Voilà. Avec un focus très tech et financier, si je ne me trompe pas. Très tech et très financier, exactement. J'accompagne les services financiers, notamment les compagnies d'assurance, parce qu'au départ, je suis un pur produit du conseil dans les services financiers. Donc, j'ai fait ma mue dans la tech lors de ma période nord-américaine, il y a une dizaine d'années. Ça marche. Merci, merci Alexandre. Alors juste avant de commencer à vous poser quelques questions, étant donné qu'on n'est pas nombreuses, Myriam et Myriam, n'hésitez pas à lever la main. Voilà, au lieu d'habitude, on déroule et ensuite il y a le tour de participation et les personnes peuvent poser des questions. Mais là, ce que je vous propose, c'est qu'on y aille au fur et à mesure. Voilà, je change le déroulé et ça peut être encore plus enrichissant de le faire de cette manière-là. Mylène, est-ce que tu veux bien nous dire comment tu es arrivée à faire ce métier? Pourquoi aujourd'hui tu accompagnes voilà, des futurs entrepreneurs qui sortent de ce grand groupe qui est Orange? Ouais, alors moi j'ai une formation commerciale, hein, j'ai fait une école de commerce et donc je suis rentrée dans le groupe Orange par l'apprentissage et j'ai démarré côté commerce et j'ai eu la chance de participer à un programme interne chez Orange, un programme de talent management qui s'appelle La Petite Fabrique et qui permet en fait à des jeunes de moins de 30 ans, parce qu'à l'époque j'avais moins de 30 ans, de pouvoir travailler sur un projet d'intrapreneuriat qu'on peut proposer à la direction. Et dans ce programme-là, qui durait 9 mois, il y avait finalement la formation à toute la méthode du Lean Startup. Et il y avait aussi d'embarquer, et c'est important, ça fait écho avec faire aussi, mais toute la partie finalement développement personnel, qui je suis, quelles sont mes aspirations. Et ce programme-là, finalement, était un peu un déclic pour refaire le point sur mes moteurs professionnels. Et c'est là où je me suis dit que finalement, ce que j'aimais dans le commerce, euh, finalement, avant tout, c'était la relation humaine. Et du coup, j'ai eu envie de faire la bascule plus vers de l'accompagnement. Et donc, j'ai eu la chance parce que chez Orange, on a cette possibilité de faire des mobilités internes. C'est très encouragé chez nous. Et donc, j'ai pu basculer vers le monde des RH. Et donc, j'ai commencé à faire de la relation avec les écoles pour faire de la marque employeur. J'ai fait du recrutement. Après, j'ai été formée pour faire du bilan de compétences. Et naturellement, j'ai toujours gardé un pied avec l'accompagnement à la création d'entreprise parce que on a un lieu spécifique chez Orange que vous voyez derrière moi qui s'appelle la Villa Atlantique où en fait on propose ce lieu-là pour nos salariés qui font de l'essaimage mais aussi des startups qui sont en lien avec Orange qu'on peut accueillir dans ce lieu-là et moi j'ai toujours voilà, participé à des animations qu'il y avait dans ce lieu-là et le jour où finalement il y a eu une place qui s'est libérée, j'ai levé la main très rapidement et ça faisait un peu écho à la fois à la partie compétences commerciales, puisqu'il y a beaucoup de relations avec l'externe, et à la fois avec les compétences que j'avais d'accompagnement que j'avais pu acquérir en RH. Et donc, je trouve que ce poste-là est voilà, une belle lion de tout ce que j'ai pu faire avant. Merci, merci Mylène. Et pour faire écho à ce que disait Alexandre, moi, je fais partie de la promo, Christina, je ne sais plus le 12. 12 Dauphine, d'accompagnateurs, de start-up, et ce qui a permis aussi de légitimer un peu plus mes compétences sur l'accompagnement à la création d'entreprise, puisque j'ai un bagage commercial à la base. Donc, Merci Mylène. Et toi, donc Alexandre, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que tu t'es retrouvé à accompagner des entrepreneurs et des startups surtout, et encore plus sur la partie très technique, 10 ans?
Comme beaucoup de gens, un peu par hasard. Je suis un ancien consultant, comme on en connaît des milliers, dans les services financiers, notamment en assurance, pendant pas mal d'années. Ensuite, je suis rentré en interne, j'ai pris une direction marketing d'une petite mutuelle parisienne. Et en fait, on avait le projet avec mon épouse de partir vivre à l'étranger depuis pas mal d'années. C'était pas mon épouse à l'époque, ça est devenu. Et on est parti en 2015, un truc comme ça, ou 2014. On est parti en Amérique du Nord et on s'est installé à Toronto. Et en fait, à Toronto, je cherchais un peu de taf, hein, comme tout le monde. Je suis parti avec mon visa permanent. Le premier qui a levé la main, c'est un accélérateur de boîte qui cherchait un expert métier. Et là, la nuance va être importante, qui cherchait un expert métier pour accompagner des startups. Et donc, il ne cherchait pas Un accompagnateur. un accompagnateur, il cherchait un mentor, enfin il cherchait un expert, il cherchait des gens qui connaissaient bien le sujet. Et donc c'est mon premier pas vers ce monde de l'innovation et des startups. Et après, je pense que tu reviendras après, mais il y a une vraie distinction entre l'expertise qu'on peut avoir, la posture haute, la posture basse. Et moi, j'ai fait le choix inverse de sortir de mon secteur d'activité pour faire mes premiers rounds de coach pour avoir le bon niveau de posture, parce que j'ai tendance à bien connaître mon secteur. Et donc, j'avais un peu tendance à être en posture haute et en posture de mentorat. Et donc, je suis sorti pendant quelques années, j'ai accompagné pas mal de boîtes dans d'autres secteurs. Et là, je suis revenu avec beaucoup plus de bagages maintenant sur de l'accompagnement, même dans mon secteur. Donc, voilà. Et aujourd'hui, toi, c'est quoi ton rôle maintenant quand justement, je commence déjà à faire le lien avec les entrepreneurs que tu accompagnes aujourd'hui. Donc, tu continues à accompagner les entrepreneurs. C'est quoi ton quotidien? Ouais, ouais, alors j'ai de multiples, enfin de multiples, pas de multiples, mais en tout cas plusieurs activités. Alors là où j'accompagne le plus les entrepreneurs, et ça va être paradoxal, c'est pas dans mon activité de fondateur de cabinet de conseil, je suis vice-président d'une technopole où on travaille notamment sur les risques climatiques où on accompagne des startups dont je ne connais absolument rien, ce qui est beaucoup plus facile pour moi. Encore une fois, je reviens sur cet aspect-là, hein, mais pour avoir le bon niveau de posture. Donc là, j'accompagne 3-4 projets par an au titre de mon bénévolat dans la Technopole. Et puis après, dans mon quotidien de cabinet de conseil en innovation, alors nous, on scoute énormément de boîtes chaque année. C'est notre job. Et d'ailleurs, tous mes consultants doivent passer une journée par semaine à scouter des solutions de marché. Tech ou service. Et ensuite, on peut avoir des formes d'accompagnement qui sont différentes selon les incubateurs que je dirige, enfin qu'on dirige avec Linkeo. Pour certains, ça va plutôt être du mentorat. Donc là, on ne va pas être dans cette posture de coach. Et pour d'autres, on va vraiment être, je pense à I3 notamment, on va vraiment être dans cette posture basse et de les faire travailler sur le business model, sur le fameux cycle qu'on a déjà vu, qu'on a tous vu en formation. Et donc au quotidien, moi, I3, je le pilote directement. Donc j'ai 6-7 projets par an que j'accompagne, qui sont très early stage au départ. Et donc ça, c'est vraiment de la posture basse. Et à la sortie de ce parcours, je reprends mon rôle de mentor où j'ouvre des portes et on travaille Et là, tu mets en spécifiquement relation. sur le sujet. Ok, super. Merci Alexandre. Et toi, Mylène, comment ça se passe aujourd'hui ton quotidien? Voilà, les entrepreneurs qui viennent te voir, ils en sont, enfin, les futurs, parce que si je ne me trompe pas, au stade où ils viennent te voir, ils sont encore en réflexion. C'est quoi aujourd'hui ton quotidien dans ton métier? Comment ça se passe? Effectivement, alors c'est important de dire que chez nous, on accompagne les salariés qui veulent se lancer dans les SMH, quel que soit le stade finalement de développement de leur projet. On a des salariés qui viennent nous voir avec une idée. Voilà, il y a eu une idée, ils veulent creuser et justement ne pas être tout seuls pour avancer. Et on a des personnes qui ont déjà choisi le cumul d'activités depuis quelques années et qui souhaitent passer le cap de ne vivre finalement que de cette deuxième activité-là. Donc, c'est assez différent dans les étapes d'accompagnement. Après, nous, on a mis en place un process, comme vous en doutez, comme dans les grands groupes, c'est souvent le cas. On a un process assez rodé où finalement, on qualifie des projets pour savoir où ils en sont et on qualifie surtout le fait que ce soit bien un projet de création d'entreprise, voilà, qui sont conscients aussi de la démarche qu'ils font, à la fois personnelle et puis sur la réalité de l'entrepreneuriat. Et assez vite, on est obligé de demander en fait un accord au RH et au manager pour que la personne soit accompagnée parce qu'elle va être accompagnée en restant en poste.
Donc, c'est la particularité chez nous, hein, c'est que la personne, elle reste en poste, donc c'est assez confortable hein, pour elle, puisqu'elle continue à être payée en étant voilà, pleinement plongée dans son projet. Alors, elle continue à travailler, hein, mais elle va être accompagnée pour étudier son projet et elle peut à tout moment, finalement, tant qu'elle n'a pas quitté l'entreprise, dire stop. Je ne souhaite finalement plus à l'étude financière du projet ou autre, je ne souhaite plus y aller. Donc c'est quand même confortable, je pense, pour tous ceux qui connaissent l'entrepreneuriat d'avoir cette chance-là. Et on a fait le choix chez Orange d'externaliser une partie de l'accompagnement avec deux cabinets qui nous accompagnent, notamment Epigo, et on en est très content depuis des années, et un autre cabinet. Et en fait, ce choix-là a été fait pour aussi légitimer cette partie accompagnement. Le fait d'avoir des cabinets qui valident la viabilité des business plans nous permet, nous, et notamment moi dans ma posture, où je suis un peu sur un entre-deux, où je suis le contact privilégié des salariés, mais aussi des RH, mais aussi des managers, de pouvoir dire, OK, j'ai un acteur externe qui est voilà, indépendant, qui lui valide la viabilité du projet. Et ça me permet finalement d'avoir une position assez confortable et de pouvoir rester l'interlocuteur privilégié de chacun de ces personnes-là. Donc voilà, mon rôle, c'est vraiment de répondre à tout le monde, d'orchestrer tout ça et puis finalement de les accompagner jusqu'à la sortie de l'entreprise et jusqu'à la partie finalement contractualisation du départ. Et donc, contrairement à Alexandre, la nature des projets, elle peut être extrêmement variée. C'est pas forcément que du tech, ou est-ce que tu as une orientation, toi, très tech dans les projets que tu accompagnes? Non, et en fait, alors la particularité aussi chez nous, hein, c'est on ne source pas les projets. On ne peut pas aller chercher les projets, puisqu'on ne pourra pas voilà, aller chercher des gens pour leur demander de partir de l'entreprise. Donc, c'est vraiment le salarié qui vient nous trouver. Alors, c'est important qu'on soit bien identifié pour que les gens puissent venir vers nous, mais on ne va pas sourcer les projets. Donc, on a tout type de projet. Vraiment, il n'y a pas de spécialité dans les SMH. Il fut un temps, et c'est vrai, il faut le dire, il fut un temps, il y a eu beaucoup de projets tech. Il y avait même eu justement un essaimage plutôt dédié aux projets tech. Et notamment, quand je vous parlais du lieu qui est derrière moi, là, la Villa Atlantique, qui est basée à Rennes, il a été créé suite justement à un peu cette effervescence autour des essaimages tech avant Covid, c'était dans les années 2018-2019. Et pourquoi à Rennes? C'est parce que nous, historiquement, on a beaucoup d'entités d'innovation. Tous nos labs d'innovation sont en Bretagne, chez Orange. Et donc, naturellement, on avait des ingénieurs qui souhaitaient se lancer dans des startups et dans le domaine tech. Et donc, on a créé un lieu notamment aussi pour eux à ce moment-là. Mais post-Covid, on a vu une transformation des projets des salariés où aujourd'hui, on a très peu de projets tech. On a beaucoup plus de projets de personnes qui veulent soit se lancer à leur compte dans la médecine douce, de coaching, on en a beaucoup, il faut le dire. On a aussi beaucoup dans le retail et d'autres sujets, voilà, c'est très variable, mais moins de tech. Par contre, on est encore capable d'accompagner sur la tech, voilà, quel que soit le sujet, c'est aussi notre force, je pense, hein, on peut accompagner quel que soit le projet du salarié. Merci Mylène. Je vais revenir sur toi, Alexandre, et justement sur les projets que tu as accompagnés et sur le changement de posture que tu as eu entre le moment où tu étais donc spécialiste du domaine et donc plutôt expert quand tu étais à Toronto, et Ouais. aujourd'hui, comment tu accompagnes. Est-ce que tu pourrais nous raconter voilà, cette évolution? Qu'est-ce qui a changé pour toi dans les accompagnements? Et qu'est-ce que tu retiens voilà, c'est quoi pour toi peut-être les éléments à retenir sur l'accompagnement en tant que tel? Oui, en fait, le premier sujet, c'est quand on est, comme moi, modestement très, très expert d'un petit sujet, on a tendance à la ramener un peu à tout bout de champ et à donner des conseils à tout bout de champ. Donc, évidemment, c'est l'inverse d'un coaching, hein. On n'est pas du tout dans la bonne posture. Moi, c'est Epigo, hein, pour être très clair. C'est la formation qui m'a aussi fait du bien pour essayer d'identifier le bon projet. La preuve, c'est que je pense que, je ne sais plus si c'était avec toi, Christina, lorsque j'ai choisi le projet, je suis allé voir un secteur complètement différent sur lequel j'étais vierge de toute connaissance. Le changement, il s'est opéré dans la capacité
à écouter, à comprendre, à poser énormément de questions et à ne pas vouloir arriver sur la solution très rapidement, mais plutôt comprendre quelle était la démarche de l'entrepreneur. Moi, je me listais, en fait, tu sais, on l'avait évoqué en formation, les 5, 6 pourquoi à chaque fois, pourquoi est-ce que tu fais ça, pourquoi est-ce que tu avances, quelle est ton idée derrière, etc. Et moi, je me suis appliqué des préceptes vraiment basiques comme ça pour essayer de comprendre un petit peu quelle était la démarche. Et puis, en fait, le déclic, il a eu lieu au bout de 1 ou 2 projets accompagnés où j'ai senti on n'attendait pas de moi de savoir-faire, on n'attendait pas de réponse, on n'attendait pas de choses comme ça. On attendait une réflexion et une méthode. Et moi, je ne vous cache pas que les premiers projets que j'ai accompagnés, qui n'étaient pas dans mon secteur, je suivais bêtement, mais sûrement la méthode de la formation, parce qu'en fait, on en revient au basique, c'est-à-dire que lorsqu'on fait un BMC initial, ça a plein de vertus, lorsqu'on fait le rond au carré, ça a plein de vertus, et ça nous permet de rien oublier, ça nous permet de tout un tas de choses. Donc, on va dire, je suis passé de très expert d'un sujet à des secteurs où j'y connaissais rien. Et là, je me suis basé sur la méthode, l'écoute. Et puis, petit à petit, je suis venu à me rassurer moi-même en me disant, je peux être pas trop mauvais en coach et j'ai pas uniquement cette casquette de mentor dans mon secteur, je peux aussi faire autre chose. Et là, c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, j'en accompagne pas mal, donc j'ai un tout petit peu plus pas de certitude, mais de conviction sur ce sujet. Merci, merci pour ta transparence aussi, ton honnêteté sur ce sujet et justement, est-ce que, aujourd'hui enfin, comment dire? Est-ce que des fois, il y a quand même cette petite pente glissante qui nous arrive à tous et c'est une question que j'ai aussi pour toi, Mylène, de passer de la posture de basse où on va questionner à, ce petit moment où vous avez envie de challenger, où tu as envie de te dire: «Ah tiens», surtout sur les, quand tu accompagnes peut-être des entreprises, qui sont dans le domaine que tu connais bien. Comment Oui. est-ce que tu gères ça? C'est quoi la difficulté? Je gère ma frustration de ne pas. Non, mais tu as raison, tu touches du doigt le sujet. Encore une fois, moi, je m'appuie sur la méthode. C'est-à-dire que quand les gens viennent nous voir sur un secteur, moi, ça fait 20 ans que je fais du conseil en innovation sur ce secteur d'activité. On connaît plein de use cases, etc. Donc, ils viennent chercher du mentorat, mais ils ont besoin, avant toute chose, d'avoir du coaching pour être accompagnés. Et là, il y a une vraie démarche où il faut débrancher. Il faut faire abstraction et j'y arrive pas à chaque fois, hein. Pour être très, très clair, de temps en temps, ça me tend un peu, donc j'ai tendance à ressortir. Je me dis, bah merde, pardon pour l'expression, mais bah non, c'est pas du tout ce qu'il fallait faire. Mais je me réfugie derrière la méthodo. Et une fois que j'ai commencé mon cycle, en fait, j'ai un mécanisme intellectuel où j'ai mes bonnes briques de coach qui arrivent à se développer mécaniquement. Il suffit juste que je réenclenche et là, ça y est, je suis plus en sécurité. Mais au départ, quand j'arrive sur un projet, oh, mon Dieu, j'ai envie de donner mon avis sur tout. Alors, encore une fois, quand ils sont dans mon secteur, parce que les projets que j'accompagne dans la Technopole, c'est beaucoup plus simple pour moi parce que j'y connais rien. Donc, les retraits gonflement d'argile par satellite bon, bah, là, c'est beaucoup plus simple d'avoir une posture de coach parce qu'on n'y connaît rien. Donc, on a besoin de comprendre la démarche par la méthode. Donc, ça, c'est plutôt simple. Mais je n'y arrive pas à chaque fois, pour répondre à ta question. Dans mon secteur, j'entends je n'y arrive pas à chaque fois et j'essaye de me mettre dans ma bulle. C'est le fait d'entamer les premiers échanges de manière très méthodique qui me permettent de me dire ok, c'est bon, je suis dans la bonne posture, on avance et lui a compris ce que j'étais en train de faire pour lui, quoi. Hyper intéressant, merci, merci Alexandre et donc j'ai une question un peu similaire pour toi Mylène, mais peut-être plus orientée. C'est que je suppose, mais dis-moi si tu es d'accord avec moi, que les personnes viennent aussi te voir pour avoir des réponses souvent. Donc comment toi tu gères cette situation et comment est-ce que tu leur permets peut-être de pas être parce que toi tu as, comment dire, tu es en équilibre entre les deux. Il y a une posture où tu es obligé de donner des réponses très claires sur quel est le processus de sortie d'Orange dans un contexte qui est très cadré. Et en même temps, tu vas aussi les questionner sur leurs projets et avoir cette posture plutôt basse. Comment tu gères cette dualité? Ouais, c'est pas en fait, ce qui est pas si simple chez nous, c'est que, à partir du moment où ils répondent aux critères d'éligibilité, on a cadré ça, hein, dans notre accord de gestion des emplois et des compétences. Il faut un critère d'éligibilité pour pouvoir, demander à être accompagné en SMH. Il faut avoir au moins 5 ans d'ancienneté dans le groupe et ne pas avoir bénéficié d'un autre, dispositif dans les 5 années qui précèdent. Et donc les salariés, souvent
pensent que, parce qu'il y a de l'argent à la clé, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais effectivement, quand on accompagne à l'essaimage, ils peuvent sortir en étant accompagnés aussi financièrement et en ayant un droit de retour dans l'entreprise. Et donc, ça peut aussi attirer en se disant, finalement, c'est peut-être un moyen pour moi de toucher de l'argent aussi pour créer mon entreprise. Donc, on est aussi dans cette dualité on a des personnes, il faut qu'on arrive dans notre questionnement à pouvoir cerner finalement les vraies motivations de la personne. Même si je n'ai pas de jugement à apporter sur la démarche. Finalement, moi, j'accompagne, quel que soit le projet. Après, effectivement, par le questionnement, et je suis d'accord, je rejoins Alexandre, des fois, c'est vrai qu'on a des situations de personnes qui sont dans un environnement personnel assez fragile, qui n'ont pas forcément d'argent de côté pour se lancer. Voilà. Et quand on commence à discuter, on se rend compte que assez rapidement, ça va être compliqué, quoi. Et donc, on ne peut pas dire, bah non, tu peux pas y aller, c'est pas possible. Donc, il faut, voilà, il y a le petit diable, le petit ange, et bien retrouver ce côté, je dirais, formel, s'appuyer sur le process, les étapes, et puis de toute façon, dans l'étude du projet, naturellement, les réponses vont apparaître. Mais voilà, oui, c'est pas toujours facile, et surtout de bien discerner la démarche. Et je vois qu'il y a une main levée. C'est Myriam, effectivement. Myriam. Ouais. Je unmute mon micro. Merci beaucoup. Du coup, j'ai une question pour Mylène. À quel moment vous proposez l'accompagnement par une société comme Epigo? Du coup, par rapport à tout ce process, parce qu'en effet, ça peut paraître un peu attrayant, je me demandais, est-ce que vous proposez à tous les coups, quand le projet est finalement valide, tous les critères d'éligibilité, ou à quel moment, en fait, vous proposez l'accompagnement par Epigo? Moi, je sais que ça a été, moi, je peux témoigner, ça a été vraiment précurseur de la lancée de ma boîte. Je peux vraiment témoigner enfin, de l'effet positif que ça a eu, et puis de plein de choses. Mais bon, restons focus sur cette question. Du coup, comment vous proposez du coup l'accompagnement par une société? Alors, dans notre process, finalement, il y a un rendez-vous de qualification qui se fait. Si moi, je détecte que la personne n'est pas assez avancée, qu'elle est encore à cette étape d'idéation, je peux lui proposer, hein, grâce à la formation Dauphine, effectivement, de faire déjà un premier business model, de travailler sur la proposition de valeur. On peut travailler sur le rond, sur le carré. On peut avancer sur ces étapes-là pour qu'on ait un business model qui soit voilà, un peu plus abouti. Et ça, c'est optionnel parce qu'on a des personnes qui, pour le coup, arrivent déjà des fois avec des business plans bien avancés. Mais s'il y a besoin, moi, je peux accompagner puisque j'ai été formée sur ces étapes-là. Mais l'idée, c'est que assez vite, finalement, il y a un rendez-vous RH manager où on leur demande d'avoir une première présentation de leur projet, mais surtout de donner du sens à la démarche. C'est quoi les motivations? Pourquoi est-ce qu'ils veulent se lancer? Et de proposer aussi un rétro-planning parce que voilà, c'est important de savoir sous quel délai il veut partir. Et lors de ce rendez-vous-là, on demande l'accord du RH officiel et manager pour qu'il soit accompagné. Si on obtient un go, là, on mandate le cabinet externe et on commence l'accompagnement. Et ça a été une volonté aussi finalement que l'accompagnement avec le cabinet arrive assez tôt pour que finalement ce travail-là, on préfère investir dans ce travail-là pour qu'il ait les réponses finalement assez rapidement plutôt qu'il s'engage et que même côté entité, il prévoit son départ alors que finalement le travail un peu plus tard va peut-être montrer la non-viabilité du projet, quoi. Donc on a fait le choix de finalement assez rapidement engager la prestation d'un cabinet. Merci Merci. beaucoup. C'est super que maintenant les équipes, enfin que tu sois formée sur cet accompagnement aussi. Merci. Je ne sais pas comment enfin enlever ma main levée. Ah oui, je crois que tu recliques dessus. Il suffit de Ok, recliquer sur la main très et bien. normalement elle Ok, baisse. parfait, merci. Merci. Et pour revenir sur les outils, parce que vous avez tous les deux parlé beaucoup d'outils, c'est quoi votre outil phare? C'est quoi l'outil qui est, à vos yeux, le plus pertinent, le plus efficace, notamment si on parle de cette question de posture et de comment réussir, voilà, à prendre du recul et à pas être dans cette posture de conseil? Je veux bien que tu prennes la parole, Alexandre, en premier, si ça te va.
Ouais, je réfléchis, je réfléchis. Moi, je suis un fan absolu du BMC parce que en fait, ce premier rendez-vous, ce BMC initial, il nous apprend plein de choses et bien au-delà d'ailleurs du BMC parce que ça nous apprend un peu les motivations enfin, quelle est sa compréhension du marché, quelle est sa compréhension de la solution, quelle est sa compréhension des enjeux. Moi, je me méfie beaucoup des personnes, tu sais, amoureux de leur solution hein, plutôt que du problème. C'est bien ce qu'on évite tous de faire. Et en fait, ce BMC, quelque part, si on l'adresse correctement, il nous donne 1 milliard d'indications, il nous donne un plan d'action qui est hyper complet. Donc ça, c'est le premier sujet. Puis le premier outil qui me vient comme ça. Et alors le deuxième, c'est, ça va te paraître peut-être pour toi, peut-être pas l'outil le plus important, mais c'est la phrase à trous. En fait, la phrase à trous, c'est tout bête, mais ça permet déjà de savoir s'il comprend là où il veut aller, si c'est clair dans sa tête. Et c'est peut-être l'exercice le plus simple à faire, mais parfois on peut y passer 1 heure parce qu'on se rend compte que dans sa tête c'est un peu fouillis, que du coup il sait. Voilà, enfin, je trouve que c'est les 2 outils qui reviennent le premier. Et puis après, vraiment là où. Bah, tu vas te dire, je vais tous les citer, mais comme j'adore travailler avec des personnes qui sont amoureux de leur solution plutôt que du problème, parce que j'adore faire ce process de déconstruction. C'est vraiment un truc qui me plaît énormément intellectuellement. Bah, le rond, le carré, forcément, ça revient aussi rapidement. Mais j'adore cet exercice, moi. Déconstruire un peu. Mais ouais, on sait tout de suite qu'en fait, il est amoureux de sa solution, qui pour lui, c'est sûr, ça va marcher parce que dans sa tête, c'est sûr. Ce travail de déconstruction, c'est formidable à faire. Je trouve ça, c'est une super expérience. Top. Merci Alexandre. Mylène, c'est quoi tes outils? Moi, je vais pas être très originale, hein, mais moi, je commencerais presque plus par la phrase à trous sur la proposition de valeur, parce que je trouve que ça permet déjà de briser la glace aussi dans l'échange. Du coup, on rentre dans un exercice qui est vraiment voilà, pratique et finalement, on touche à pas mal de choses à travers cette phrase à trous. Et je suis d'accord, on peut y passer 1 heure. Et je pense qu'au démarrage, eux se disent, oh bon, bah, ça va être réglé en 5 minutes, je vais la faire. Et finalement, ben, ça ouvre beaucoup de questionnements et je pense que c'est très puissant. Donc voilà. Et derrière, embrayer sur le business model, finalement, vu que tu as tiré plusieurs ficelles avant avec la phrase à trous, ben, ça découle de pas mal de choses. Donc ouais, moi je dirais même en premier la phrase à trous. Ouais. Ouais, je rejoins. Et en fait, ça dépend, en t'écoutant, Mylène, ça dépend aussi des profils. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais des profils des personnes. Parce que le BMC, pour quelqu'un qui a une idée, mais dont tout n'est pas clair, c'est formidable. La phrase à trous, tu l'as très bien dit, Mylène, pour briser la glace, pour rentrer en contact avec lui, c'est formidable. Moi, si je reviens à mon exemple pour la déconstruction des convictions, enfin les hypothèses, travailler les hypothèses avec chacun. Non, mais c'est sûr, ça va marcher, c'est formidable. Moi, j'adore quand ça démarre comme ça. Et puis en fait, on définit des hypothèses très claires. Hein, on prend une banane monstrueuse. Et là on se dit des choses, c'est génial. Après, je dois être un peu maso, mais non, c'est un outil qui est extrêmement puissant et en fait qui est très concret, qui est incontestable. C'est pas Alexandre versus l'entrepreneur ou Mylène versus l'entrepreneur. Non, c'est la cible à parler était à côté de la plaque. Donc on va retravailler et c'est génial. Et moi, le Graal ultime, c'est quand j'arrive à faire la phrase à trous en physique avec la personne, parce que du coup, nous, on n'est que 2 pour accompagner tous les salariés en France. Et moi, je suis basée à Nantes, mon collègue est à Grenoble. Et donc, du coup, la majorité de nos accompagnements se font à distance, malheureusement. Mais quand on arrive à avoir quelqu'un en physique pas loin et qu'on arrive à se mettre à côté sur un tableau, tu vois, tu parlais de posture aussi, voilà, où t'es pas face à face. Là, je trouve que c'est le Graal parce que finalement, on réfléchit avec eux, on leur dit eh, pourquoi on ferait pas ça comme ça et comme ça. Et là, moi, je trouve que c'est ce qui te nourrit le plus en termes d'accompagnant, quoi. Et pour répondre à, je crois que c'est Myriam t'a posé la question de qu'est-ce que c'est que la phrase à trous. En fait, c'est un template qu'a créé Alex Osterwalder avec son entreprise Strategizer et qui consiste à mettre en une seule phrase la proposition de valeur. Et donc, généralement, ça commence par mon produit ou service permet à, et donc là, on parle des clients qui veulent effectuer quelque chose. Donc là, on parle du rond et du job to be done. Qu'est-ce que ces clients essayent de faire?
et qu'est-ce qu'on soulage chez eux, qu'est-ce qu'on apporte chez eux, c'est quoi la solution qu'on apporte par rapport justement à la problématique de ces clients. Et ensuite, on rajoute un petit élément sur contrairement à, qui est généralement un moyen, alors il est toujours entre parenthèses parce que tout le monde n'y répond pas immédiatement quand on l'a fait, mais c'est de se dire qu'il y a une concurrence directe ou indirecte, et donc c'est comment est-ce qu'on se différencie de l'existant. Et justement, si on parle des défis du métier, parce qu'il y a la phrase à trous, il y a toutes ces choses-là qu'on fait faire aux entrepreneurs, donc ça les challenge pas mal. À votre avis, pour vous, c'est quoi aujourd'hui les défis de ce métier, de cet accompagnement, justement? Qu'est-ce qui vous trotte dans la tête par rapport à ça? Vas-y, je te laisse commencer, Mylène, je réfléchis. Je te pousse la patate chaude. Non, je réfléchis en même temps. Je pense que dans les défis du métier, c'est aussi nous de continuer à toujours s'acculturer à des nouveautés et ne pas rester sur nos idées reçues. Parce qu'on a été formé effectivement avec une méthode. Et des fois, on peut se dire, bon, bah voilà, j'ai acquis une méthode, maintenant, j'ai pas besoin de me challenger aussi dans ma pratique. Et je pense que le défi, c'est aussi de rester nous, voilà, toujours en phase d'apprentissage de ça et de finalement aller chercher peut-être des nouvelles pratiques avec l'IA, je pense aussi. C'est important de l'intégrer dans l'accompagnement, hein. Nous, on le voit, on l'a vu, Christina, parce que dans le parcours, je vous ai pas dit, mais on accompagne individuellement des salariés, mais on leur propose aussi 2 fois dans l'année, on fait des sessions collectives. Parce qu'on trouve que c'est important voilà, d'accompagner les salariés qui sont des fois un peu seuls dans leur démarche. Et c'est bien spécifique de vouloir quitter un grand groupe pour se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est différent que d'une personne qui vient d'une PME ou autre. On a des peurs d'insécurité qui se retrouvent chez les uns chez les autres, et de les mettre en collectif sur un parcours de 3 mois, finalement, c'est des boosters de projets. Et du coup, voilà, Christina intervient dans ce parcours-là sur notamment la formulation des hypothèses et les études terrain. Et on l'a vu hein, lors de cette journée-là qu'on a fait ensemble, il y en a beaucoup qui ont été demandés à ChatGPT de leur écrire la proposition de valeur. Ouais. Et les hypothèses aussi. Et voilà, je pense que le message, c'est pas de dire non, on peut pas l'utiliser, mais c'est justement de s'appuyer dessus pour peut-être aller chercher son autocritique, d'aller un peu plus loin, un peu plus vite. Et je pense que nous, en tant qu'accompagnants, on a beaucoup aussi à faire évoluer notre pratique avec l'IA. Donc voilà, je pense que le challenge, c'est plutôt ça. Et toujours de garder cette partialité, comme on disait tout à l'heure, hein, sur de rester voilà, neutre dans les dossiers. Ouais, non, je te rejoins sur la partie remettre l'humain au centre. Alors moi, je bosse sur des sujets d'intelligence artificielle et notamment générative à longueur de journée. Juste avant, là, j'étais en visio sur une démo où globalement, la solution peut tout faire. Et donc, on se pose plein de questions sur quelle place pour les hommes, quelle place pour, etc. Et on le voit, dans nos pratiques, je te rejoins. Aujourd'hui, on a des outils qui peuvent tout faire, mais on perd peut-être une partie de l'essentiel. Et c'est un spécialiste de la tech qui vous dit ça, mais oui, et en plus de se dire en quoi, en fait, de rassurer un petit peu cette population. Moi, j'ai beaucoup de gens qui sont dépassés par les événements, pour être tous assez transparent avec vous. Ça va trop vite, ça va trop fort. Quelqu'un qui était expert il y a 6 mois, aujourd'hui, il est dépassé sur plein de sujets, parce que nous, c'est spécifiquement des sujets de tech, et en fait, d'essayer de les ramener, là où je te rejoins, Mylène, de les ramener sur l'IA n'est qu'un outil, et finalement, c'est tes convictions à toi et la manière dont tu vas porter ton projet, la manière dont tu vas adresser le marché, la manière dont tu vas choisir tes angles d'attaque qui feront la différence. Moi, j'ai un gros besoin de rassurer aujourd'hui parce qu'ils me disent oui, je lance ça, mais en fait, il y a 6 mois, c'était vachement bien. Aujourd'hui, je suis un peu dépassé parce que ça va trop vite, etc. Et j'ai l'impression que je peux être remplacé demain par un Mistral, par X ou Y. Et donc, nous, on a un besoin de leur montrer qu'il y a quand même l'humain reste primordial dans tous ces sujets de tech. Ouais, je suis d'accord avec vous, et clairement, moi aussi, là, je le vois, j'ai même des entrepreneurs, et je veux bien, après, Myriam, si tu veux prendre la parole aussi, parce que je sais que tu accompagnes des entrepreneurs qui m'envoient des business plans, par exemple, qui sont rédigés en grande partie par l'IA. Et donc, ce que j'essaye de leur expliquer, c'est que oui, c'est un outil, mais il ne faut pas que ça les remplace eux non plus dans leur posture d'entrepreneur.
et que l'IA ne fera pas non plus tout à leur place. Et ça, ne pas savoir, parce que le risque après, c'est qu'ils se retrouvent face à un jury ou face à des personnes qui viennent leur poser des questions sur leur business plan et ils ne savent pas y répondre parce qu'ils ont sous-traité la réflexion qui était derrière leur business plan à une IA. Et donc, toute la difficulté, c'est de trouver vraiment l'équilibre entre je l'utilise pour développer le projet. Et c'est ce qui était le cas, Mylène, quand ils l'ont fait pour les hypothèses. Donc, je trouve que l'IA, elle peut être extrêmement pertinente pour aider à rédiger les hypothèses. Mais après, par contre, c'est à l'entrepreneur d'aller faire les interviews, d'aller sur le terrain, de sortir justement de derrière l'ordinateur pour pouvoir expérimenter. Et comme tu le disais, Alexandre, déconstruire potentiellement les croyances très fortes qu'il ou elle peut avoir dans un domaine. Myriam, je ne sais pas si tu es encore avec nous et si tu veux prendre la parole sur ça. Oui, je suis là, j'écoutais religieusement et en fait, je me disais, oui, il faut surtout garder en tête que l'IA, c'est un outil. Même moi, je l'utilise pour la structuration de mes idées, des projets. Je trouve que c'est très utile. Et puis, avec les femmes que j'accompagne qui ont cette tranche d'âge-là, eh ben justement, ce qui est intéressant, c'est qu'elles n'ont pas le réflexe IA. Donc, on reste encore dans une démarche propre. Enfin, propre, je m'entends. Ouais. On est dans une démarche où, voilà, on réfléchit encore avec sa tête parce qu'elles ont encore un peu d'appréhension par rapport à la tech déjà, au digital et l'IA encore plus. Donc oui, on est encore dans cette frontière où on peut vraiment explorer les choses de notre point de vue d'humain. Ouais. Et puis oui, c'est vrai que je leur demande aussi de s'y intéresser parce que sous peu, ben, quels que soient les domaines dans lesquels elles voudront exceller, ben, il faudra tenir compte de l'IA. C'est sûr. Donc c'est intéressant parce que c'est encore hybride. Ouais. Et c'est hyper intéressant hein, ce que dit Myriam, le côté, parce que moi je le disais dans l'autre sens, des personnes qui sont très tech et leur remettre l'humain au centre, mais à l'inverse, aujourd'hui, développer des solutions sans y intégrer, enfin développer des réflexions sans y intégrer les capacités que peuvent avoir des sujets comme l'intelligence artificielle, générative ou non d'ailleurs, c'est se tirer une balle dans le pied parce que de toute façon, la concurrence ou le marché fera différemment avec ce type d'outils. Donc, à nous, et c'est ce que disait Mylène tout à l'heure très justement, c'est à nous aussi de connaître les possibilités, de connaître, on n'est pas obligé d'être expert comme nous de ces sujets, mais de connaître les possibilités offertes par ce type d'outils parce que c'est absolument incroyable, ça offre plein de choses. Moi, pour y passer mes journées, je replace l'humain au centre, mais en revanche, il ne faut pas faire abstraction de cette technologie-là parce qu'elle permet de faire son activité d'entrepreneur différemment d'il y a encore une dizaine d'années. Ce qui est vrai. Et toi, Christina, du coup, là, parce que vous l'embarquez aussi dans l'accompagnement, comment vous faites chez Epigo sur la partie IA? Bah justement, je commence doucement mais sûrement. J'ai été un peu parmi les résistants qui disaient on peut s'en passer, et parce que jusqu'à maintenant, en tout cas, on s'en passait très bien. Mais ouais, ça commence à. Je suis en train de réfléchir justement à comment l'intégrer aussi dans l'accompagnement, comment trouver les bons prompts pour aider les entrepreneurs à poser les bonnes questions à l'IA, et même sur les hypothèses. Moi, je trouvais ça justement très intéressant parce que les hypothèses, c'est peut-être la partie la plus complexe et la plus difficile à prendre en main pour les entrepreneurs. Et l'IA comprend très bien comment formuler une hypothèse qui est testable, mesurable et sur laquelle on puisse voilà, dire si c'est vrai ou faux. Et donc, ça les aide quand même pas mal. Et donc, plutôt que d'être... En fait, moi, je l'ai vu ce déclic sur une formation où j'ai vu les entrepreneurs qui n'arrivaient pas à faire l'exercice et puis d'un coup, qui ont compris comment ça fonctionnait et comment l'IA pouvait les aider à cadrer et avoir un plan de test qui était efficace. Et là, je me suis dit, bon, Christina, ça suffit maintenant. Faut que oui, tu Faut y passes aller. le cap, là, faut y aller. Exactement. Oui. C'est exactement ça. Donc j'essaye. Et justement, si on parle de la formation Dauphine, l'objectif de l'année prochaine, des prochaines promotions, c'est d'intégrer l'IA à plusieurs endroits et d'expliquer comment on peut l'utiliser. Et aussi sur la partie prototypage.
Parce que c'est clairement, je pense, un domaine sur lequel les personnes qui n'ont pas beaucoup d'expérience un peu technique et qui ont un peu peur peuvent déjà commencer à faire un MVP assez facilement avec de l'IA aujourd'hui. Tout Et à justement, fait. je vois qu'il reste 5 minutes. J'ai une dernière question pour vous. Et Myriam, tu pourrais aussi bien entendu y répondre. Pour vous, c'est quoi votre plus grande source d'apprentissage aujourd'hui pour progresser dans votre rôle d'accompagnateur? C'est quoi vos sources Les gens, vraiment? Les gens? les Ouais. gens. Ah ouais, complètement. Parce que on n'a jamais fini d'apprendre. Et puis, comme disait Mylène tout à l'heure, c'est important de s'acculturer. Et en réalité, c'est pas tant les méthodes. Alors oui, elles sont là en tant que support pour aider à accompagner, à progresser, cheminer. Mais c'est vrai que ça nous aide aussi à redescendre de notre posture d'accompagnement et de se dire, ah ben oui, mais effectivement, j'avais pas vu les choses comme ça. C'est un bel angle d'approche. Enfin, voilà, moi je trouve qu'avec les gens, ben ils nous remettent à notre place aussi. Et on continue d'apprendre comme ça. C'est pas que technique en fait. Ouais, En tout cas, c'est mon point de vue. C'est mon ouais. approche également. Ouais, Alexandre, tu voulais rebondir? ouais, je voulais rebondir là-dessus parce que c'est exactement la diversité des parcours des entrepreneurs qu'on croise. Si je reviens moi à mon secteur, ils viennent quasiment tous des 3 mêmes écoles parisiennes. Ils ont globalement à peu près tous le même background, etc. Et puis ils développent une boîte dans la tech. Bon, ben moi, si je côtoie que des gens comme eux, il y a un moment, je vais tourner en rond. Et alors que mes activités à la Technopole sur un sujet d'hébergement sur des problématiques complètement différentes avec des personnes qui ont des backgrounds complètement différents et du coup des modes de pensée complètement différents, c'est ça qui va aussi nous construire. Donc pour moi, c'est la diversité des parcours de ceux qu'on va rencontrer parce que, encore une fois, c'est l'homme de tech qui parle, mais rien ne vaut la richesse de l'humain en face, quoi. Moi, je trouve que c'est le réseau, hein, ça rejoint un peu ce que vous dites, mais moi, je trouve que depuis que j'ai pris ce poste-là, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé déjà, c'est la promo de Dauphine, parce que j'ai partagé avec d'autres personnes qui sont dans ce rôle d'accompagnant, et du coup, je me suis nourrie de plein de bonnes pratiques qu'ils font ailleurs, et ça m'a permis vraiment aussi de challenger ce qu'on pouvait faire, d'être force de proposition, parce que c'est aussi ce qu'on attend de moi sur ce poste-là. Et donc, ouais, de réseauter aussi sur notre pratique, je trouve ça super intéressant. Et finalement, aussi, ma valeur ajoutée, je trouve, dans l'accompagnement, au-delà on va dire, de faire suivre une trame avec des étapes, c'est aussi de mettre en relation les gens. Et on a aujourd'hui accompagné beaucoup de salariés qui ont été en essaimage. Et donc, de pouvoir dire, ah, mais je connais telle personne qui a fait tel projet et qui est passée aussi par tes étapes de réflexion et qui a sauté le pas, et ben en fait, nos salariés sont super contents et des fois, ils ont des réponses que nous, on ne pourrait pas leur apporter. Et donc, cette mise en relation, elle est précieuse et pour moi, c'est une vraie valeur ajoutée dans mon métier. Et pour ça, ça demande de prendre des nouvelles, de pouvoir maintenir aussi un book de nos salariés, de pouvoir aller chercher en dehors aussi peut-être des prestataires avec qui on pourrait aller mettre en relation. Donc, moi, j'ai la chance avec la Ville Atlantique, je vous en ai déjà parlé là, mais on a du coup un tissu aussi autour de l'entrepreneuriat et de l'innovation au sens large sur le territoire de la Bretagne. Alors, on aimerait l'élargir, mais sur le territoire de la Bretagne, pour être en relation avec des technopoles, comme le disait Alexandre, avec d'autres acteurs, des incubateurs et autres qui nous permettent de créer du relais au-delà de ce que nous, on peut proposer dans notre petite démarche d'accompagnement, quoi. Donc l'ouverture à fond, quoi. Pour nous, mais avant tout pour apporter à nos salariés. Merci Mylène. Et je crois que Myriam, tu as levé la main. Je ne sais pas si tu voulais Oui, dire quelque chose. je l'ai rebaissé parce que Mylène a répondu à une partie de mon questionnement. J'avais juste une dernière question à dire parce que l'isolement des entrepreneurs est une réelle question, enfin, surtout les entrepreneurs solo. Je ne sais pas si vous mettez en relation du coup les entrepreneurs pour des possibles associations entre eux, Mylène, dans l'accompagnement, par exemple, de projets similaires ou des synergies entre les projets. Mais bon, il est 13h, donc ça, c'est pas Bah, grave. C'est une on question essaye intéressante. après.
Ouais, on essaye hein, de mettre les gens en tout cas un maximum en relation, que ça aboutisse ou pas hein, sur des choses, ou même juste du partage d'expériences. Mais voilà, ce matin encore, j'en ai un qui m'a appelé pour un projet tout simple. Il veut devenir chauffeur de taxi, donc il veut partir d'Orange pour ça. Et on a accompagné quelqu'un l'année dernière qui a fait la même chose, pas sur la même zone géographique. Il m'a dit, ah, mais c'est génial, je vais l'appeler, je vais voir comment il a fait. Voilà. Donc, bon, ça c'est quelque chose qui n'est pas dans la méthode, mais qui apporte autant que la réflexion d'un process. Et Alexandre, tu avais des recommandations? Toi, tu fais quoi pour les entrepreneurs, pour les Nous, mettre en... le réseau, c'est au cœur de notre dispositif. C'est pour ça qu'on est présent partout. Et enfin, quand je dis partout, dans nos écosystèmes différents. Et donc, il y a déjà énormément de temps fort dédié aux échanges entre startups sur nos différents programmes. Nous, on accompagne 8 programmes d'accélération différents. Donc, du coup, on fait beaucoup de temps fort entre des différents programmes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et puis, surtout, ce qu'on fait de plus en plus aujourd'hui, notamment avec l'émergence de l'IAG, c'est des synergies partenariales, entre guillemets, entre différentes startups. Et donc, on commence à les accompagner dans la rédaction commune d'appels d'offres, dans pas mal de choses, parce qu'en fait, on se rend compte que il y en a un qui va adresser la brique 1, l'autre qui va adresser la brique 2. À vous deux, vous serez plus forts et on va vous accompagner ensemble. Donc, nous, le réseau, c'est dans l'ADN même de nos activités et de surtout pas les laisser dans l'isolement. Super. Merci beaucoup. J'ai l'impression que le temps a filé très, très vite. En tout cas, Mylène, Alexandre, merci d'avoir pris ce temps. Avec Merci grand d'avoir plaisir. répondu Avec à toutes plaisir. ces questions. Et merci aussi aux participants qui ont pu se connecter dans cette journée qui a l'air intense pour beaucoup d'entre nous. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. Normalement, vous allez avoir un petit email récap avec toutes les informations. On est preneur aussi des questions ultérieures et de pouvoir se dire qu'on pourrait réorganiser d'autres webinaires de ce type plus tard. Donc voilà, n'hésitez pas. Je Parfait. vous souhaite une bonne fin de journée. Je pense que je peux vous dire bon appétit pour ceux qui n'ont peut-être pas encore mangé. Et à bientôt. À À bientôt. bientôt. Merci. Au revoir. Merci, à Au revoir. bientôt. Bonne journée.